Bienvenue pour ce nouvel heure pour l'autonomie, le dernier de l'année. Donc la présentation va commencer. Merci de penser à couper vos micros pour éviter toute interférence ou écho. Pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons à couper votre caméra. Donc, le support qui sera présenté aujourd'hui sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec le lien d'accès à la vidéo sur YouTube. Lien qui vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos du 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Ainsi, pour précision, et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y a pas d'échange direct, mais vous pouvez, et nous vous invitons à poser vos questions, non pas dans le chat, mais dans la foire à questions qui se situe en haut à droite de notre page Team, sous la rubrique Q et R. Donc, le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques et réactions tout au long de la présentation. Les réponses à la FAQ sera transmise quant à elle dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits comme le support de présentation d'ici 8 à 15 jours avec l'invitation du prochain webinaire. Donc, que vous y assistez ou non, cette présentation vous sera systématiquement destinataire à la présentation et à la FAQ. Tout cela étant dit, je vous propose que nous revenions donc à notre sujet, parcours en santé mentale, comment mobiliser les forces du territoire. Comme vous le savez peut-être, la santé mentale a été désignée comme grande cause nationale en 2025 et elle le sera également en 2026. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Clémentine Cauze et Marina Lazari, coordinatrice projet territorial de santé mentale des Flandres et de l'arrondissement de Lille. Elles vous proposeront le suivi de parcours de Billy, tout en vous donnant à voir au fur et à mesure de son cheminement de nombreuses ressources et dispositifs clés du territoire. Donc, Clémentine et Marina, c'est à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Bonjour et Clémentine merci. Cauze. Je suis Clémentine Cauze, je suis psychologue et j'anime le projet territorial de santé mentale des Flandres. Marina Lazari, pareil sur l'arrondissement de Lille et j'ai un petit parcours de coordination, notamment sur les conseils locaux de santé mentale et Clémentine et moi remercions le département pour l'invitation. La façon dont on a souhaité procéder un petit peu pour montrer les ressources du territoire, eh bien, c'est de partir d'un parcours. Un parcours fictif, mais pas tout à fait non plus. En fait, on s'est inspiré du parcours d'une personne concernée. Et cette petite phrase, mon histoire est celle d'un jeune sans problème familial avec une adolescence banale, est tirée de son récit. L'idée, c'est de pouvoir, au travers de ce parcours, vous présenter l'ensemble des ressources des territoires. Alors, on est sur le département du Nord, on est 3 PTSM, on vous le redira par la suite. C'est bien, au travers du parcours, de favoriser l'interconnaissance. Excuse-moi, Clémentine, on est passé en Ah, dehors du... Ouais, ça... Ah, non, ah, si tu il y peux a juste un... revenir avant. Ouais, Pardon, c'est et bon? l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'un parcours n'est pas linéaire en santé mentale, mais ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Merci. Alors, quelques chiffres pour qu'on puisse se rendre compte de l'ampleur des problèmes de santé mentale, en tout cas sur notre territoire français, mais c'est bien plus large que le territoire français. C'est qu'une personne sur quatre en France sera concernée par un trouble psychique dans l'année et que c'est quand même la deuxième cause d'arrêt maladie, la première cause d'invalidité en France. Donc ce n'est pas rien et c'est aussi pour ça que ce sont des préoccupations nationales, d'où les grandes causes nationales 2025-2026. Sur cette vignette, on voulait juste surtout souligner, parce que je pense qu'on est tous persuadés du problème, c'est qu'il y a quand même les facteurs sociaux et biologiques qui peuvent être aussi pris en considération, notamment autour des femmes. Alors, il y a plein de questions. Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus susceptibles d'avoir un trouble ou est-ce qu'elles s'expriment plus facilement?
dû à l'éducation. Mais en tout cas, on sait qu'il y a les facteurs sociaux comme un faible soutien social, le veuvage ou une mauvaise santé vont venir aggraver les troubles de santé mentale. Absolument. Rappeler effectivement que la santé mentale touche les jeunes. Alors en sortie de crise sanitaire, on l'a vu, c'est quand même la question du suicide, c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Vraiment un gros sujet. Sur les postes de dépenses, Clémentine l'a rappelé, premier poste de dépense au niveau de l'assurance maladie. Merci. Pour terminer avec les chiffres, alors on sait qu'en France, on est des gros consommateurs de traitements de psychotropes, d'anxiolytiques, de somnifères, d'antidépresseurs. On est très mauvais élèves de l'Europe. Et c'est important de se rendre compte voilà, de ces différentes addictions médicamenteuses qui peuvent se mettre en place, au-delà des addictions aux produits illicites qu'on peut entendre parler dans les journaux. Et du coup, l'importance aussi du coup, du lien avec le médecin généraliste qui va venir nous prescrire tous ces traitements qui ont un impact sur notre santé mentale et quels sont les autres aussi leviers à activer que les médicaments pour agir sur la santé mentale. Lala l'a rappelé, cette année, grande cause nationale dédiée donc à la santé mentale avec la prolongation pour 2026. Et on a eu toutes et tous l'occasion d'entendre ces spots publicitaires largement relayés par les radios, par les réseaux sociaux ou par la télévision. Et donc le grand message de cette année, c'est osons en parler. Et donc, identifier que nous avons toutes et tous une santé mentale. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Peut-être un petit rappel, alors même si vous avez pu bénéficier de webinaires qui ont été présentés par le CREPSI, le Centre Ressources pour le handicap psychique, c'est important pour nous quand même qu'on parle tous de la même chose au cours de cette heure pour l'autonomie, c'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être. Au-delà d'un trouble psychique, on peut avoir voilà, une santé mentale très satisfaisante, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. C'est-à-dire que la maladie psychiatrique, le trouble psychique, ne va pas conditionner notre bien-être et notre santé mentale. Et au-delà de ça, on peut ne pas avoir de trouble psychique, mais avoir ce sentiment de ne pas réaliser tout notre potentiel, de ne pas avoir un sentiment d'utilité dans notre communauté. Bon, faut faire attention aux définitions, hein. Quand on parle de travail, on parle pas d'emploi, on parle de ce moment où on va pouvoir partager en tant que bénévole ou se sentir utile au sein de notre quartier, de notre cité. Donc ça, c'est important de prendre en considération que la santé mentale n'est pas réductible à un trouble psychique et que le rétablissement, c'est ce processus que la personne va entamer de manière très personnelle, mais avec des étayages, avec son environnement familial et avec ses soignants pour pouvoir accepter cet accident de santé mentale qui lui arrive, en ressortir plus forte finalement. Et les personnes concernées, on en reparlera dans le parcours de Billy, comment finalement on s'en ressort plus fort de cette épreuve et comment on peut retrouver la maîtrise de sa vie. Vous dire que les PTSM sont issus de la loi de modernisation du système de santé de 2016. Cette loi de modernisation, dans son article 69, dit deux choses. La transversalité de la santé mentale, comme le soulignait Clémentine. Donc, on va identifier le champ de la santé mentale à toutes les étapes du parcours de la personne, que ce soit le logement, l'accès à la citoyenneté, la question de l'insertion professionnelle, l'emploi, la lutte contre l'isolement. Et cette loi de modernisation, elle nous demande de réfléchir en parcours de santé et de vie, identifiés comme de qualité, sécurisés et sans rupture. C'est là l'objet des PTSM et donc nous, nos travaux sont bien là pour identifier les dysfonctionnements dans le parcours des personnes et essayer de mettre en place des actions pour les prévenir.
Nous sommes Alors, 3 sur le... Oh, excuse-moi, c'était toi. c'est pas Je te grave, laisse la je t'en parole. prie. Vas-y, Ah ouais. vas-y, vas-y. Oh, sur le département du Nord, en fait, les PTSM sont sur des territoires de démocratie sanitaire. En fait, ces territoires, c'est des territoires où il y a des instances qui vont venir décider de la mise en œuvre de la politique publique de santé, et notamment au niveau de la santé mentale. Donc, voilà, on vous parlera aussi un petit peu des CLSM, hein, des conseils locaux de santé mentale, où eux sont plus là pour articuler très localement. Nous, on est plutôt à un niveau stratégique où on va pouvoir venir réfléchir à la déclinaison des politiques nationales, régionales, départementales sur nos différents territoires pour que nos territoires puissent aussi se saisir de cette démocratie en santé finalement. Et dans nos différentes instances, on a des personnes concernées, des familles, des élus et des directeurs représentants d'établissements sociaux, médico-sociaux et du soin en santé mentale, mais aussi du soin somatique, ça en reviendra. Donc sur notre petit territoire du Nord, nous sommes trois. Les Flandres en vert, la métropole en violet et l'arrondissement de Lille, pardon. Et le Hainaut, vous avez nos coordonnées, il ne faut pas hésiter à nous contacter si besoin. On débute donc avec le parcours de Billy. Billy est âgé de 20 ans. Il quitte sa campagne natale pour faire des études de droit à Lille. L'euphorie est grande, vivre en ville, prendre son autonomie. Il rencontre d'autres étudiants et participe à de nombreuses soirées d'intégration. Mais très vite, Billy a des difficultés pour s'adapter à son nouvel environnement. Il n'a plus ses ressources habituelles et ça, on peut le voir, hein, nos jeunes qui quittent le cocon familial pour se retrouver dans une grande ville. Et du coup, il se dit, bah, je vais peut-être aller de plus en plus dans les soirées étudiantes pour pouvoir créer de nouvelles relations et me faire des amis et pouvoir ne plus vivre ce sentiment de solitude. Et du coup, bah, il fait beaucoup la fête et il dort de moins en moins. Donc on se rend compte que voilà, il y a plusieurs facteurs biologiques parce que j'ai du mal à dormir. Bah, en tout cas, je dors moins parce que je fais plus la fête. Et il y a des facteurs aussi sociaux parce que bah, il y a ce sentiment d'isolement euh, et aussi bah, ce facteur aussi environnemental parce que j'ai plus mes ressources, mes repères, mes ancrages. Billy a la pression des examens. Il ne veut pas décevoir ses parents, hein, qui eux-mêmes comptent beaucoup sur leur fils. Et la réussite, sa réussite professionnelle. Mais les soirées à répétition, ayant pour but de lui permettre de se sentir mieux, n'ont fait que le fatiguer et l'ont empêché de travailler régulièrement. Il doit donc mettre les bouchées doubles, mais il commence à se dévaloriser et pense ne pas pouvoir y arriver. Il culpabilise beaucoup de ne pas réussir à gérer. Il entre dans un état de demi-éveil constant. Il est impossible pour lui de se concentrer, impossible d'être réactif. Effectivement, on voit là les effets somatiques sur la santé mentale de Billy. Et un soir, il consomme plus, espérant se sentir mieux et puis aussi entraîné hein, par les copains. Et il va commencer à entendre des voix comme des murmures qui se moquent de lui. Il se sent réellement persécuté et pour se protéger, ben, il va rester enfermé dans ce studio qu'il loue dans une résidence étudiante. Et il tente de faire taire ses voix en consommant encore plus, mais rien n'y fait. Et au sein de cette résidence, qui est une résidence du Crous, des étudiants sont formés au premier secours en santé mentale dédié aux jeunes. Et son voisin Paul, qui est secouriste en santé mentale, entend bien que Billy se dispute avec quelqu'un. Pourtant, personne n'est venu lui rendre visite. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti de son studio. Et comme il a été formé au premier secours en santé mentale, il a appris à aller vers et il décide d'aller prendre de ses nouvelles. Donc, vous verrez à chaque fois qu'on vous présente un moment du parcours, vous allez avoir des ressources. Donc là, on vous met la première ressource qui sont les premiers secours en santé mentale, qui sont un dispositif qui est mis en place depuis une dizaine d'années en France. Vous avez sur la plateforme de PSSM France les calendriers et les différents intervenants en fonction de votre situation géographique pour pouvoir vous inscrire à ces formations.
Sur le territoire du Nord, il peut avoir des formations qui peuvent être gratuites, euh, organisées par les CEPAM, par exemple, ou par certains partenaires comme les projets territoriaux de santé mentale ou les CLSM, les conseils locaux de santé mentale. Et là, on apprend à mieux approcher, mieux repérer le degré de souffrance et mieux orienter. Le but, c'est pas de faire des futurs psychologues, des futurs accompagnants. C'est plutôt permettre à tout citoyen, c'est pas dédié aux professionnels, à tout citoyen à changer de regard sur le trouble psychique, à moins stigmatiser, à moins en avoir peur. Comme on dit, au plus on connaît, au moins on a peur, au plus c'est facile d'approcher, de poser les bonnes questions, d'être à l'aise avec la personne et aussi d'avoir un minimum de boîte à outils, de savoir vers qui je peux orienter, quelles sont les ressources autour de moi pour pouvoir mieux orienter la personne. Donc c'est un programme qui a été créé début 2000 en Australie et c'est vraiment un conseil scientifique, pédagogique avec des familles et des personnes concernées qui ont décliné ce projet australien au territoire français. Et l'objectif au long cours, c'est de pouvoir avoir un retour d'expérience de tous ces secouristes en santé mentale. Donc c'est une formation qui est très standardisée, hein. Tous les formateurs voilà, sont suivis. Chaque mot est millimétralement posé. C'est très important que toutes les formations soient standardisées pour pouvoir un retour d'expérience et évaluer l'impact de cette formation sur le quotidien des personnes qui ont un trouble psychique, mais aussi pour pouvoir réagir le plus tôt possible, parce qu'on sait que les trois quarts des troubles psychiatriques vont éclore entre 15 et 25 ans, et c'est là où on se construit. Et s'il y a des coquilles dans son parcours, surtout à 15 ans, ben, on peut imaginer qu'il y a une situation de handicap qui peut se mettre en place, mais on en parlera un peu plus tard dans le parcours de Billy. Et en effet, euh, grâce à la formation PSSM, donc Paul sait comment aller à la rencontre de Billy. Face à la situation, il n'hésite pas à lui poser la question des idées suicidaires. Billy, soulagé d'avoir une écoute bienveillante, lui avoue avoir déjà scénarisé un passage à l'acte suicidaire. Billy accepte d'appeler avec Paul le 3114. L'équipe de répondants prend le temps d'évaluer la situation avec les deux jeunes par téléphone. Le 3114 fait ensuite le relais auprès du centre médico-psychologique de secteur, le 59 G23, car Billy habite 156 de la rue Gambetta, pour favoriser un rendez-vous dès le lendemain. Paul restera auprès de Billy toute la nuit pour éviter l'isolement. Et donc, effectivement, nouvelle ressource. L'idée ici de vous présenter cette ligne d'écoute nationale, numéro national de prévention du suicide, le 3114, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, on a au téléphone des écoutants qui répondent à la fois aux personnes concernées par des idées suicidaires, aux proches aidants, mais aussi aux professionnels qui sont confrontés à des situations à risque. C'est un dispositif qui est localisé ici sur la métropole lilloise. On a la chance d'avoir les équipes du 3114 ici. Néanmoins, on a plusieurs centres, notamment 3, qui se relaient de nuit pour pouvoir assurer une permanence téléphonique à ce sujet. Et donc, ça fait maintenant quelques années que le 3114 est en activité, reçoit énormément d'appels. Peut-être, c'est vrai, des fois avec des temps d'attente, il faut aussi se le dire, mais ne pas hésiter, le relais des appels est toujours pris en charge. Ne pas hésiter à composer ce numéro avec la personne, accompagné de la personne, et vous aurez au bout du fil des personnes très compétente sur la question de l'évaluation de la crise suicidaire. On vous a mis en bas le site également de Papageno, parce qu'on a pas mal d'idées reçues sur les questions de prévention du suicide, notamment celle de si je parle de suicide, eh bien je vais ouvrir la porte du suicide. Eh bien c'est une idée reçue.
Et donc, je vous invite vivement à consulter les bons mots aussi à avoir sur le site Papageno, qui, de manière générale, sensibilise les journalistes à la manière dont ils vont communiquer sur la question du suicide, parce qu'on peut observer aussi des phénomènes de contagion qu'il faut prévenir en identifiant systématiquement des ressources. Et là, dans le parcours, effectivement, on voit que que Paul ne laisse pas seul son ami. Il appelle avec lui le 3114 et jusqu'au lendemain du rendez-vous, dans la mesure du possible. En tout cas, il reste à ses côtés, puisque l'isolement, effectivement, est un facteur de risque important. Alors, ça y est, premier rendez-vous au centre médico-psychologique. Donc, il va pouvoir rencontrer un infirmier spécialisé en psychiatrie qui va repérer chez Billy un premier épisode psychotique. Et on a la chance sur notre territoire d'avoir le PEP 48. Donc du coup, il va appeler son collègue référent du PEP 48 qui est case manager. Donc leur rôle, ce sera vraiment de coordonner le parcours du jeune le plus rapidement possible. Donc il se sent en confiance avec cet infirmier qui fait le lien avec le psychiatre pour introduire un premier traitement qui semble bien lui convenir. Il apprend à repérer ses symptômes. Alors tout ça, ça prend du temps, hein. On vous met ça sur une vignette, mais effectivement, voilà, ça se fait après en plusieurs rendez-vous, en plusieurs rencontres, où ils vont accompagner Billy à repérer ses symptômes, à repérer les sources de stress pour pouvoir les éviter, les mettre à l'écart, mais aussi, surtout, identifier ses forces et ses ressources. Et comme ça, à partir de là, il va pouvoir réaménager son environnement et se centrer sur ce qui lui fait du bien. Donc, son infirmier l'accompagne à la rédaction de ses directives anticipées en psychiatrie. Donc, c'est un mot qui est un peu faire peur, mais vous verrez quand on vous les présentera tout à l'heure, c'est une sacrée ressource pour les personnes qui ont un trouble psychique et qui sont toujours dans le risque de rechute du fait des multiples facteurs qui peuvent venir générer du stress. Parce que comme vous le savez, la santé mentale est multifactorielle et des fois, il suffit d'un facteur de stress qui va venir déséquilibrer la santé mentale de la personne qui a un trouble psychique. Donc, afin voilà, de prévenir cette situation de crise qui nécessiterait une hospitalisation. Parce que le diagnostic qui est posé pour Billy est une schizophrénie. Donc, ce mot qui n'avait pas de sens pour lui, mais qui allait faire partie du reste de sa vie. Donc, les mots aussi sont très, très porteurs et on invite beaucoup les personnes, même les professionnels, à dire, vous avez une maladie qui s'appelle la schizophrénie, mais vous n'êtes pas réduit à votre propre maladie. Donc, Le pour PEP pouvoir... 40. Ah, Pardon. pardon. Oh, pardon. Ah oui, non, on n'est pas sur le PEP. Donc, Excuse-moi. Vas-y. c'est juste après le PEP 48. Alors voilà, pour trouver un CMP sur le département du Nord, c'est plus compliqué sur le Hainaut et ça, on excuse parce que notre collègue étant absent, il n'a pas pu nous donner les éléments, mais je pense que ça peut se retrouver. En tout cas, pour ce qui est de la métropole et des Flandres, vous avez un site, vous tapez soit le EPSM Lille ou EPSM des Flandres ou GHT Psy. Et là, vous allez tomber sur cette fenêtre-là qui va vous demander est-ce que c'est pour un adulte, est-ce que c'est pour un enfant ou un adolescent. Vous tapez votre ville et vous allez avoir un menu déroulant avec les CMP, les hôpitaux de jour, les hospitalisations sous contrainte. Vous allez avoir tous les numéros de téléphone et toutes les coordonnées pour pouvoir les solliciter. Et vous avez aussi un petit onglet urgence pour pouvoir voir sur votre territoire quelles sont les modalités d'urgence en cas de situation de crise. Je t'en prie, Marina, pour le PEP 48. Excuse-moi. Le PEP 48, donc c'est le repérage du premier épisode psychotique en 48 heures. C'est un projet FIOP qui est porté par le CHU mais déployé sur l'ensemble du département. C'est un dispositif peu lisible pour vous, les partenaires, parce qu'en fait, le PEP 48, ce sont des case managers qui sont situés dans les centres médico-psychologiques ou sur des lieux stratégiques de repérage du premier épisode de psychotique, comme les urgences, par exemple, les urgences générales. Comme le disait Clémentine,
L'émergence de la pathologie psychiatrique telle que la schizophrénie va être identifiée entre un âge clé qui est entre 15 et 25 ans. Euh, Avant le PEP 48, alors le 48 signifie 48 heures. En fait, une étude menée par une interne en médecine, Anaïs Vaglio, a identifié que entre le repérage, le premier épisode psychotique et l'accès aux soins, il se passait plus de 2 ans pour un jeune. Et pendant ces 2 années-là, effectivement, on voit que se passe énormément de choses. C'est le moment de la construction, c'est le moment aussi de la prise de risque, prise de toxiques. Et ces 2 ans-là étaient beaucoup trop longs sur l'accès aux soins en cas de repérage d'épisodes psychotiques. Aujourd'hui, donc, grâce à ce programme qui est déployé maintenant depuis 2022, on réduit ces 2 ans à 48 heures dans l'idéal. Et donc, le format d'intervention, c'est le déploiement, la formation de case managers qui vont identifier, repérer et accompagner ces jeunes jusqu'au maintien, l'accès et au maintien dans le soin de ces jeunes concernés par la maladie psychique. Pour les directives anticipées, vous pouvez aller sur le site du Psycom. Vous allez retrouver tout au long de notre présentation les liens pour aller au Psycom. Et vous allez avoir des directives anticipées pour des adultes ou pour des jeunes. Et au départ, c'est dédié aux équipes soignantes, mais nous, on invite beaucoup de professionnels accompagnants ou même des fois des amis, des proches à pouvoir se poser avec la personne concernée et réfléchir ensemble sur de quoi elle aurait besoin en cas de situation de crise. Alors, quand c'est la première crise, ça permet de faire un petit peu un retour sur cette expérience qui peut être des fois traumatisante et de se dire bah, comment j'aimerais que ça se passe autrement. Et c'est surtout pour éviter les hospitalisations sous contrainte, parce qu'on sait que au plus la personne va adhérer, au mieux le soin aura un impact et il y aura une alliance forte et le parcours de soins va pouvoir se dérouler dans dans des bonnes situations. Donc, c'est surtout voilà, avoir une base écrite de qu'est-ce qui va me faire du bien si je vais pas bien, qu'est-ce que je peux repérer chez moi qui va faire crise ou qui serait annonciateur de crise. Voilà, donc c'est un petit support écrit qui peut vous guider et qui peut guider la personne à aussi en parler parce que des fois en tant qu'accompagnant, on ne sait pas par où commencer. On se dit ouais, moi je suis pas psy, je suis pas infirmier, je sais pas comment faire. Que là, ça permet à un moment donné de d'avoir un petit support écrit qui vous guide avec des questions assez précises. La rechute. Alors, Billy reprend sa vie en cours à la fac. Il participe de nouveau à des soirées étudiantes. Il découvre le cannabis et trouve qu'il dort mieux depuis qu'il en consomme. Il pense que c'est certainement moins nocif que ces cachets qu'il doit prendre tous les jours. Il faut en plus retourner au CMP pour la prescription, pour faire le renouvellement de l'ordonnance, puis aller à la pharmacie alors que les joints sont dispo partout. C'est bien plus facile d'accès finalement. Les hallucinations ne se font pas tarder, mais semblent plus violentes que lors du premier épisode. Les murmures sont devenus des voix claires. En cours, en stage, en fait partout où Billy se déplace. Une fille de la promo s'est même mise à lui dire qu'elle l'aime. Il l'entend partout et surtout quand elle n'est pas là, sensation étrange. Les autres étudiants interpellent le directeur de la résidence qui sollicitera l'équipe de soins et d'orientation de psychiatrie pour les étudiants, ESOP. Du fait des directives anticipées, l'hospitalisation sous contrainte est évitée. Et donc, vous présentez ici sur la métropole lilloise, on a plus de 80 000 étudiants. La santé mentale des étudiants, on l'a vu tout à l'heure, elle est importante. C'est un âge clé de repérage du premier épisode psychotique. Et donc, depuis plusieurs années, le secteur, notamment de Villeneuve-d'Ascq, en partenariat avec le Crous et l'Université de Lille, a organisé la mise en place de ce qu'on appelle un conseil de santé mentale étudiant.
Les missions de ce CSME, c'est vraiment d'aller au-devant de la santé mentale et de la psychiatrie des jeunes, des étudiants, en lien aussi avec d'autres dispositifs, hein, je pense notamment à Nightline. Néanmoins, c'est vrai que le CSME n'était pas suffisant. Les équipes très rapidement du CROUS ou du BAPU se sont dit qu'il fallait vraiment une équipe opérationnelle, une équipe mobile qui aille à la rencontre des jeunes. Et donc, c'est comme ça que s'est créé ESOP, Projet Pépite du reste. Projet Pépite, ce qui veut dire que le dispositif va essaimer sur l'ensemble du territoire français. Et donc, équipe de soins et d'orientation de psychiatrie pour les étudiants, qui est là pour accompagner le parcours de soins individuel, parce qu'on sait que les ruptures sont fréquentes, le décrochage aux soins est important, favoriser l'accès aux droits communs, développer des interventions coordonnées avec des intervenants pluridisciplinaires. C'est tout l'objet des OP. Alors, la fameuse hospitalisation, mais libre, du fait de ces directives anticipées. Donc, le psychiatre et les infirmiers prennent le temps, cette fois-ci, de trouver le juste traitement avec Billy, parce que c'est très compliqué de trouver le bon dosage, et c'est important aussi d'expliquer ça aux patients, que chaque situation est individuelle et qu'il faut une réelle collaboration avec le patient, et qui est, à un moment donné, aussi l'écoute du psychiatre sur le ressenti et les effets secondaires de comment vit la personne son traitement. Donc, on lui propose de l'éducation thérapeutique afin qu'il puisse avoir les outils nécessaires pour comprendre l'importance de cette bonne observance. Parce que c'est vrai que, de manière générale, on a mal quelque part, on prend notre traitement, une fois qu'on n'a plus mal, on arrête. Alors que dans le trouble psychique, c'est tout l'inverse, on va bien parce qu'on prend notre traitement. Donc, c'est vraiment cette importance d'avoir cette éducation thérapeutique du patient qui est ciblée sur la pathologie et qui va expliquer comment cette pathologie s'exprime, comment elle impacte le fonctionnement de la personne et du coup, quels sont les outils indispensables pour pouvoir vivre au mieux avec la maladie. Donc, il tisse également du lien avec les autres patients avec qui il partage son expérience et ils se soutiennent mutuellement. Et là, il va informer ses parents de son hospitalisation. La famille n'avait pas été forcément mise dans la boucle, il n'avait pas forcément envie d'en parler. On parle d'auto-stigmatisation, aussi de honte. Euh, Quand on va aux urgences parce qu'on s'est cassé une jambe, on appelle peut-être plus facilement sa famille que quand on va à l'hôpital pour un trouble de santé mentale. En tout cas, jusque-là, il ne savait pas que Billy vivait avec ces troubles-là. Et là, il est proposé aux familles, à sa famille, de participer également à un programme de psychoéducation qui s'appelle Bref. Et il rencontre également l'UNAFAM, qui est une union des familles et des amis ainsi que l'équipe soignante. Donc, on voit vraiment comment la famille va devenir un partenaire au même titre que l'équipe soignante. L'environnement fait partie du processus de rétablissement de la personne. Donc, ils seront associés au parcours de soins de leur fils, mais aussi au parcours de vie. Donc, l'éducation thérapeutique, je vous en ai un peu parlé, mais ça, on le retrouve dans toutes les maladies chroniques, hein, finalement. Et c'est vraiment pour mieux comprendre. En fait, on devient un peu expert de sa pathologie. On a notre savoir expérientiel, on sait comment on le vit au quotidien, mais aussi avoir voilà, des ressources extérieures, mais aussi avoir le regard d'autres patients experts, d'autres personnes qui ont vécu la même chose que soi, pour pouvoir mieux se soigner, mieux accepter le soin ou mieux être acteur dans son propre soin et mieux vivre au quotidien. Donc ça, on retrouve ces ETP dans chaque centre de soins. Et vous allez pouvoir retrouver, voilà, dans le fameux lien Psychom, toutes ces brochures autour de la psychoéducation, mais également autour des différentes pathologies qu'on peut aussi proposer aux patients pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive. C'est toujours rassurant de savoir contre quoi on se bat et qu'il y a quelque chose qui existe pour aller mieux, retrouver cet espoir d'aller mieux, que de rester dans un flou et de se dire qu'on est complètement fou. Le but, c'est de pouvoir poser des mots, mettre des mots et trouver des solutions en fonction de cet accident de santé mentale. Et vous avez le réseau Pro-Famille
qui est là une formation qui a un niveau au-dessus, hein, parce que bref, c'est 3 jours, donc c'est très rapide. Pro-famille, on est sur plusieurs années, plusieurs heures de formation, avec d'autres familles qui peuvent aussi vous former. C'est vraiment un programme très très complet. Et les chiffres hein, montrent que une famille, un environnement formé, c'est mieux accompagné et plus à l'aise pour accompagner. Parce que c'est facile de dire ils accompagnent mieux, mais comme ils sont plus à l'aise pour accompagner, l'environnement est plus serein pour la personne parce qu'on sait que le moindre stress, le moindre contrariété peut faire émerger une situation de crise. Et le but, c'est d'apaiser un petit peu cet environnement. Et les chiffres sont probants, hein. Il y a vraiment une nette régression des rechutes et des réhospitalisations, et notamment sous contrainte. Et l'UNAFAM, là, on vous a mis quelques coordonnées. Donc, c'est l'Union nationale des amis et familles pour les personnes qui ont un handicap psychique. Donc, il y a des groupes de parole, il y a des formations, il y a même des séjours vacances qui peuvent être organisés, différentes activités de soutien aux aidants, en fait. Retour aux sources. Billy, cette fois, se sent prêt à rentrer chez lui à Morbec. Ses parents sont soutenus par l'UNAFAM grâce aux formations et aux groupes de parole. Ils comprennent l'impact de la maladie sur les capacités de Billy à gérer le stress et le quotidien. L'unité d'accompagnement et de soutien UAS prépare la sortie de l'hôpital en collaboration avec l'équipe soignante. Une notification MDPH pour un accompagnement à domicile a pu être faite, ainsi qu'une prestation compensatoire de handicap pour faciliter le quotidien de Billy. Alors effectivement, vous identifiez le site de notre centre régional de ressources en troubles psychiques, en handicap psychique, le CREPSI Hauts-de-France, qui, sur sa plateforme, on vous a mis le lien, dispose d'un annuaire des ressources. C'est un annuaire qui est alimenté par les structures elles-mêmes. Et donc, vous pouvez y trouver avec différents filtres. Vous le voyez ici sur la, sur la capture d'écran. Différents filtres, vous pouvez identifier les ressources intéressantes pour les personnes ou pour les familles. Et Clémentine, je te laisse présenter l'UAS. Alors, les UAS, ce sont des unités d'accompagnement et de soutien. Alors, accompagnement pour la personne en situation de handicap psychique et de soutien pour les aidants. Donc, c'est une équipe qui est dédiée au repérage des situations en voie de rupture ou en rupture et qui vont venir évaluer la situation avec la personne et son entourage sur les besoins et les étayages à mettre en place en fonction aussi de son lieu d'habitation. Donc, c'est une équipe formée d'un IDE, d'un infirmier, infirmière, éducateur spécialisé et psychologue. Et là, vous voyez bien qu'on a ce trinôme biopsychosocial pour que d'emblée, dès la première grille de lecture, on ait une approche globale de la personne. Donc, l'éducateur spécialisé va peut-être plus travailler sur l'inclusion, le retour à la citoyenneté, le pouvoir d'agir de la personne. L'infirmier va peut-être plus travailler sur le parcours de soins. On voit qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont ravis d'avoir un infirmier qui accompagne le patient pour pouvoir voilà, raccrocher les wagons entre le médecin généraliste, les services spécialisés en santé mentale et voir d'autres problèmes somatiques qui pourraient être associés. Et on a le psychologue qui est là plutôt en soutien à la famille pour repérer l'épuisement des aidants et apporter un soutien aux aidants pour qu'ils puissent tenir le coup le plus longtemps possible. Et voilà, c'est des équipes qui sont là pour 1 an, voire 2 ans grand maximum. En fait, ils sont vraiment là pour coordonner le parcours de la personne, s'assurer que tout est bien mis en place. C'est des exemples bêtes, hein, mais par exemple, on peut mettre une aide ménagère en place, mais si on n'explique pas à cette personne comment fonctionne la personne, parce que c'est un handicap invisible, on dit, bah, on le fait exprès, il m'ouvre jamais la porte, ou il est jamais là, ou il est jamais prêt à l'heure. Comment, voilà, avoir la bonne posture, comment comprendre le fonctionnement de la personne qui est accompagnée, et aussi s'assurer de la bonne coordination entre tous les intervenants, parce qu'il suffit
qu'il y ait un clivage entre deux intervenants pour faire monter la mayonnaise et partir en situation de crise de la situation de la personne. Donc voilà, un peu des liants, des gens qui vont s'assurer que tout le monde se coordonne bien, ait la bonne information, travaille bien ensemble. En bonne intelligence, voilà. Donc ce sont les UAS. Donc sur le territoire du Nord, on en a trois. Une sur le Quesnoy, une sur la Chapelle d'Armentières et une sur Givelde. Alors, le processus de rétablissement, donc l'équipe soignante va proposer à Billy d'intégrer Pégase, donc c'est le dispositif de réhabilitation psychosociale de l'EPSM des Flandres qui est situé à Bailleul, parce que c'est son secteur de vie. Il vit à Morbecque, donc il est rattaché à la Flandre intérieure. Donc, il pourra alors bénéficier de techniques innovantes qui sont orientées rétablissement. Donc, c'est-à-dire que toutes les pratiques de soins vont partir des forces de Billy, de ses envies, de ses désirs, et ça, ils vont respecter son rythme. C'est pas le soignant qui va décider des étapes du soin, mais c'est vraiment collaboration avec le patient qui lui va dire, ben là je suis à telle étape, je voudrais accélérer, ou non là on fait une pause, je le sens pas, et partir vraiment de tous ses désirs. Et à partir de là, on va construire ensemble leur programme de réhabilitation psychosociale. Donc, dans les équipes de réhabilitation psychosociale, ils ont des neuropsychologues avec qui ils vont travailler effectivement la, la remédiation cognitive. Donc, c'est un peu de la gymnastique des cognitions, comment je mémorise, comment je me concentre, comment je me réorganise, comment je planifie mes journées. Ils ont des éducateurs spécialisés pour le quotidien et des infirmiers pour le soin somatique et psychique. Donc Billy entend aussi parler par ses parents et par les soignants de la plénière du PTSM des Flandres. Et comme les plénières sont ouvertes à tous les partenaires, bah, il accepte d'accompagner ses soignants et ses parents à cette plénière. Et là, il va y rencontrer des personnes concernées par un trouble psychique qui vont présenter leur plaidoyer. Il va aussi entendre une œuvre musicale qui retrace sans tabou le parcours des personnes concernées par un trouble psychique. Et il va même rencontrer une professionnelle qui présente son nouveau métier, médiatrice de santé père. Donc c'est une ancienne, bon, c'est une patiente, une personne concernée qui, dans son projet de rétablissement, s'est formée au nouveau métier de médiateur en santé. Effectivement, c'est un programme qui est porté par... Oh merde, pardon. Oh zut! Oh chut, C'est c'était pas encore maintenant. Excuse-moi. par rapport, mais c'est pas grave, je peux revenir après, vas-y sur les médiateurs santé père. C'est un programme qui est porté par le CCOMS et qui nous fait changer de paradigme en fait, puisque une personne concernée va devenir experte de sa maladie, de son Ah, il y a parcours. quelqu'un? Oui, on t'entend, Clémentine. On a eu un petit Ouais, moment j'étais de... déconnectée, pardon. Et donc, changement de paradigme où une personne concernée va partir à Paris faire une licence, apprendre la pérédance, en faire son métier et se professionnaliser et rentrer au sein d'une équipe de centres médico-psychologiques au sein d'un secteur de psychiatrie pour du coup exercer la fonction de médiateur de santé père. Alors, peut-être revenir brièvement sur le rétablissement, parce qu'on vous en parle tout au long. Euh, il y a plusieurs étapes. J'aime bien faire le parallèle avec ce qu'on appelle le deuil blanc dans la maladie aussi d'Alzheimer chez les aidants. On accompagne les aidants à accepter que leur proche ne sera plus comme il était, mais à refaire connaissance avec leur proche. Et ben c'est vraiment ça le rétablissement. C'est à un moment donné comment la personne qui vit son accident de santé mentale, à un moment donné, va prendre conscience qu'il lui arrive cet accident, mais qu'il peut en ressortir plus fort et ça, il faut pouvoir l'accepter. Donc, il y a plusieurs étapes que vous voyez ici qui peuvent se chevaucher. Il peut avoir des retours en arrière.
c'est pas un processus qui est linéaire et c'est un processus qui se construit tout au long de la vie. Mais vraiment, ce qu'on tenait, vous, à vous souligner, c'est que toutes les personnes qu'on rencontre qui sont dans ce processus de rétablissement disent tous que bah, finalement, s'ils ont survécu à toutes ces épreuves que ce trouble de santé mentale leur a imposées, bah, c'est qu'ils sont costauds, qu'ils ont beaucoup de ressources et que finalement, bah, ils ont peut-être des choses à apporter à d'autres personnes ou à la société de manière générale. Donc, c'est comment vraiment ils retrouvent ce pouvoir d'agir. Et c'est ce qui amène Billy finalement dans son processus de rétablissement, de se dire, bah, je peux peut-être servir à quelque chose et je peux servir voilà, aux autres aussi qui vivent la même chose ou qui passent par le même chemin que moi. Effectivement, Billy semble avoir Excusez-moi, trouvé sa voie. il reste un Oui, quart d'heure. Voilà. on est tout bon. Merci. Merci. Ouais. Billy semble avoir trouvé sa voie, devenir médiateur de santé pair effectivement à son tour, d'autant plus qu'il s'investit au sein du groupe d'entraide mutuelle itinérant. Il remarque une annonce d'un poste de médiateur de santé pair sur le CMP du 59G21, qui est accompagné par le CCOMS et Alpha Psy afin que l'équipe soignante intègre au mieux ce nouveau métier dans leur pratique. Il postule, il est retenu, Billy part à Paris pour se former. Il y rencontre d'autres personnes concernées, très motivées, dont Elsa, et il tombe amoureux. Un groupe d'entraide mutuelle, effectivement, c'est un espace co-géré par des personnes concernées et qui est fait pour lutter contre l'isolement. Voilà, c'est vraiment un partage d'activités entre personnes concernées, un lieu dédié qui est spécifiquement lié à l'isolement parce qu'on sait que l'isolement présente d'importants risques de rechute. Alpha Psy, effectivement, c'est un espace de formation et de conseil parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'arrivée des médiateurs de santé pair dans les équipes de psychiatrie, c'est un changement de paradigme et qu'il faut aussi préparer les professionnels à accueillir un médiateur de santé pair, mais aussi le médiateur de santé pair à intégrer des équipes de soins. Et donc, le CCOMS, dans le cadre du programme des médiateurs de santé pair, propose des formations menées par Alpha Psy, gratuites, pour aider les secteurs à exercer cette transition. Alors, retour à Lille, ça y est, il a fait sa formation, fait, euh, il fait des allers-retours et c'est vrai que l'accessibilité à Morbec n'est pas forcément très facile. Donc, du coup, il décide de repartir sur l'île pour obtenir un logement social. Voilà, ça sera long. Alors, on lui conseille de se rapprocher de Fraternative, mais du fait de sa situation économique, aller vers les associations Ensemble Autrement et le GAPAS est plus adapté. Un chez-soi d'abord, ni la résidence accueil ne sont adaptés à sa situation car il n'a pas de parcours d'errance. Donc effectivement, là, on voulait juste vous proposer plusieurs ressources en termes de logement parce que la personne peut avoir un trouble psychique, mais pas forcément se retrouver en situation de handicap. Le fait d'être reconnu en situation de handicap, ça permet d'accéder à des dispositifs type foyer d'hébergement avec des appartements qui peuvent être dans les diffus, par exemple, des habitats partagés. Par contre, si on est plus dans une situation de précarité, on peut se retourner plutôt vers les résidences accueil qui sont comme des pensions de famille, mais dédiées au handicap psychique. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont en rétablissement. Il n'y a pas de soignants dans ces établissements. Chacun est locataire de son propre studio. Il n'y a pas de limite, il faut pas de notification pour y prétendre, mais il faut avoir voilà, des ressources réduites pour pouvoir justifier de sa situation de précarité. Donc tous ces dispositifs sont l'orientation, en tout cas l'attribution se fait par les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, donc autrement dit le 115. Donc tous les dossiers sont gérés par eux et
co-animées, hein, les commissions d'attribution sont co-animées avec les secteurs de psychiatrie associés, parce qu'il faut reconnaître le handicap psychique. Donc, c'est souvent les secteurs de psychiatrie qui repèrent la personne avec son trouble psychique, qui est en voie de rétablissement, en tout cas qui est en processus de rétablissement. Ils connaissent la situation de précarité et orientent ces dossiers vers les résidences accueil. Donc, on en a partout sur le territoire, hein, sur les Flandres, sur la métropole, il y en a depuis plusieurs années. Et sur les Flandres, il y en a une qui devrait sortir de terre pour début 2027. Et une autre sur Bailleul, courant 2027-2028. La vie à la maison, on va accélérer un petit peu. Elsa et Billy emménagent à Roubaix, tour des aviateurs, hein, dans un habitat inclusif porté par le GAPAS. Les couples sont admis. Billy a besoin de conseils sur sa relation avec Elsa. Il travaille ces sujets dans le cadre de la réhab, vie affective et sexuelle. Pour aller plus loin, il entend parler du COFOR, centre de formation par les personnes concernées. Il s'inscrit au module les relations aux autres. Il s'y plaît beaucoup, il aime les rencontres entre pairs. Dans le même temps, Billy revoit son médecin traitant pour réévaluer son traitement, car il constate une baisse de libido. Il voit de forts effets secondaires du traitement, mais voit aussi sa stabilité au travail. Il se remet au sport après avoir consulté le guide de l'association Dansons comme des fous et pense aussi aux loisirs. Il prend connaissance des semaines d'information santé mentale de 2026. Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts et compte bien s'y investir via le Conseil local de santé mentale de l'agglomération roubaisienne. Pas mal de pas mal de petites ressources, encore une fois. Je suis désolée, je passe un petit peu plus vite. Le centre de formation, donc sur le modèle des Recovery College, c'est un centre où les personnes concernées ont créé elles-mêmes leur module. Voilà, ils ont développé une expertise, un savoir expérientiel fort. Et l'association Dansons comme des fous, c'est une association qui lutte contre la stigmatisation et fait la promotion de l'activité physique pour une bonne santé mentale et également pour prévenir les problématiques somatiques auprès des personnes qui présentent un trouble psychique. Merci. Semaine d'information santé mentale. Clémentine l'a dit, forte autostigmatisation, forte stigmatisation des troubles psychiques. Et donc, ce sont 15 jours. Alors, ça existe depuis une trentaine d'années. Bah, c'est la 36e édition cette année qui avait lieu en octobre sur le lien social. Euh, c'est une quinzaine où tous les conseils locaux de santé mentale ou tous les acteurs qui souhaitent s'en saisir peuvent mener des temps de déstigmatisation auprès du grand public sur la santé mentale et le trouble psychique. Alors là, on voit vraiment que Billy est dans un bon équilibre. Il avance et construit son parcours avec tous les étayages qu'il faut, que ce soit au niveau du soin, de l'environnement, des loisirs, de sa citoyenneté. Et son médecin traitant est voilà, son coordinateur de parcours de soins. Donc il y a une bonne coordination entre tous les professionnels qui ont été formés et qui ont bien compris l'intérêt de l'accompagnement. Voilà, donc il s'investit dans le GEM avec ses parents. Il y a voilà une très belle coordination. Donc la vie euh, continue tranquillement avec un médecin généraliste qui vient coordonner son parcours. Une embûche. Une embûche sur un parcours fragile. 20 ans plus tard, on fait un bond en avant. Son médecin part en retraite. Ça le fragilise beaucoup et puis un samedi, il n'a plus de traitement. Sa femme, Elsa, appelle le 15 et tombe sur les écoutants du prisme. Une rapide évaluation de la situation permet une mise en lien avec la communauté professionnelle de territoire en santé de Roubaix. Pour avoir un créneau en urgence, le médecin du prisme parle alors au médecin généraliste de la CPTS et par la suite, Billy se met en quête d'un nouveau médecin traitant. Vous parlez donc du prisme. Le prisme est un dispositif, c'est une ligne de soutien dédiée
aux problématiques médico-psychosociales qui est portée par le CHU de Lille et qui est en lien avec le SAS, le service d'accès aux soins. Aujourd'hui, quand vous faites le 15 et que vous avez plus une problématique médico-psychosociale, vous basculez sur une seconde ligne d'écoute, l'équipe du Prisme, où là, on a des personnes formées aux problématiques médico-psychosociales, des écoutants formés qui vont du coup vous accompagner dans la problématique rencontrée. Pour les L'exercice CPTS. coordonné via les CPTS, les communautés professionnelles de territoire en santé, ce sont les libéraux des territoires qui se mettent en lien et l'une des principales missions des CPTS, entre autres, c'est de trouver un médecin traitant quand les personnes n'en ont plus. Du coup, je te À laisse enchaîner 65 sur... ans, Ouais. Billy voit sa santé se dégrader, pardon, d'autant que c'est un gros fumeur de tabac. Décide d'être accompagné sur son arrêt et se tourne vers le service de prévention santé de Roubaix, qui l'accompagne dans son sevrage progressif. C'est un service du département que l'on connaît, donc le service prévention santé, qui œuvre sur différentes missions, dont celle de l'arrêt du tabac. Il faut savoir que sur les différents services de psychiatrie de notre territoire, il y a aussi des actions comme Tabapsy ou une autre action sur l'île qui sont dédiées. Il y a cette prise de conscience que voilà, c'est pas parce qu'on a un trouble psychique qu'on doit fumer plus. Et voilà, il avance en âge, notre cher Billy, et il rentre en EHPAD. Mais encore la stigmatisation et peur de ne pas avoir sa place en EHPAD. Personne ne parle de son trouble psychique. Et de fil en aiguille, il finit par en parler. Il voit le changement de regard, la stigmatisation tue. Et on voit que malgré tout, il rechute, hein. Alors, malgré tout, parce qu'on sait qu'on a des équipes gérontopsychiatrie ou psychiatrie du sujet âgé ou de gérontopsychiatrie, psychogériatrie, pardon, qui viennent dans les EHPAD pour accompagner les équipes à mieux repérer et à mieux accompagner les personnes qui ont un trouble psychique en avançant en âge. Donc là, il est réhospitalisé, notre cher Billy, et le CR3PA et la filière gériatrique, en lien avec le PTSM, organisent des sensibilisations et des formations professionnelles de son EHPAD pour pouvoir préparer son retour dans des bonnes conditions. Donc en fait, là, vous avez plusieurs ressources. Vous avez une ressource qui est régionale, centre ressources en psychogériatrie et psychiatrie de la personne âgée qui est là pour pouvoir essaimer au niveau régional des préconisations autour de la santé mentale du sujet âgé. Et plus territorialement, on a les filières gériatriques qui doivent coordonner les parcours de vie des personnes âgées avec toujours un petit volet santé mentale. Donc du coup, on essaie de travailler en étroite collaboration pour monter aussi en compétence les professionnels de la gériatrie à la santé mentale. Et vous retrouvez notre petit parcours que vous retrouvez sur le Psycom avec la complexité d'un parcours en santé mentale. C'est déjà bien compliqué un parcours de vie de manière ordinaire, mais un parcours en santé mentale, il y a beaucoup de freins à l'équilibre et l'intérêt, c'est de se rendre compte qu'il y a des multiples facteurs et qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et j'ai envie de dire en bonne intelligence, c'est facile à dire, je sais bien, mais on connaît pas forcément les contraintes de nos collègues, des autres, de leur mission, on sait plus ou moins les identifier, mais en tout cas, on ne sait pas trop leurs contraintes et on aurait peut-être le jugement facile. Donc c'est un peu la vignette pour dire, on a tous nos contraintes et à un moment donné, on est tous dans le même bateau pour pouvoir accompagner la personne. Voilà, voilà, on en a terminé. Vous aurez un petit glossaire. Merci Marina pour le glossaire, bravo. T'en prie, avec plaisir. Et plusieurs dispositifs. Voilà, s'il nous reste 2 minutes, on voulait vous proposer d'écouter une partie d'une chanson qui renvoie vraiment l'importance que vous, en tant que professionnels, mais aussi les personnes concernées, on est tous des personnes et on a tous à être respectés en tant que tels. Ah! Bah, qu'est-ce qu'a crié? C'est moi?
Bah dis donc, ça vient de loin. Bah, depuis le temps que je le retenais. Moi, c'est pareil, j'en ai un gros dans le fond de la gorge, mais j'arrive pas à le sortir. RSA, CMP, CER, CAF, Sécu, Pôle emploi. Je suis qu'un numéro de dossier. Ouh, y a quelqu'un? On parle au mur, oui. J'ai l'impression d'être trop souvent le dossier qu'on se refile. En permanence, sur liste d'attente, vu ma santé fragile. Entre mon infirmière, mon médecin, le cardiologue, la psy du CMP, mon assistante sociale, je peux dire que je suis aidé. Le seul problème, voyez-vous, c'est qu'ils ne se parlent pas. Chacun a son domaine, c'est tabou. Et moi, je deviens quoi? Une personne, bien plus qu'un numéro, qu'on bip à l'interphone, je suis une personne. Une personne Qui a besoin d'amour, pas qu'on l'emprisonne, je suis une personne. J'ai pas envie qu'on me juge. Et ni qu'on me fasse la leçon. et encore moins qu'on me plaigne, qu'on me traite comme un mouton. Je connais par cœur toutes mes fêlures, le prix de mes addictions. Sur mes erreurs, je vous assure que j'en connais un rayon. J'ai juste besoin de parler, besoin d'être écouté. Qu'on me comprenne pour une fois. Et puis qu'on croit en moi. Qu'on croit en moi. Je suis une personne, Bien plus qu'un numéro, qu'on bip à l'interphone, je suis une personne qui a besoin d'amour. Pas qu'on l'emprisonne, une personne. Face à ce cri qui monte, comme monte la marée, je sens venir la peur, la crainte de me noyer. devant ces dossiers qui s'amassent, toutes ces priorités. Comment trouver la place pour accompagner? Est-ce que la souffrance se mesure aux cases qu'on doit cocher? Seul entre ces quatre murs, sans pouvoir échanger? Une personne, Bien plus qu'un numéro. La vidéo. Voilà. Bon, bah merci beaucoup pour votre intervention ainsi que votre contribution. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée et à bientôt, donc au 27 janvier pour le prochain Heure pour l'autonomie.